Alors cette année, nous sommes en 2021, parce que cela ne vous a pas échappé. Nous sommes donc 200 ans après la mort de l'empereur Napoléon Ier. Il y a une halte très courte en 1809 quand il revient d'Espagne. Le 13 août 1809, il est resté 3 heures à Blois. Il est accompagné de Joséphine. Il y a une anecdote. À ce moment-là, on sait qu'il rencontre le préfet Corbigny, auquel il aurait posé la question. Il aimait bien poser des questions un peu insolites aux gens qui le recevaient. Est-ce que vous avez beaucoup d'oiseaux de passage à Blois? Et le préfet Corbigny lui aurait répondu « Majesté, un seul, un aigle ». L'autre moment où Napoléon vient à Blois, en fait, c'est pas lui qui vient à Blois, c'est l'impératrice Marie-Louise et son fils, l'Aiglon. C'est un moment très important puisque c'est au moment de la campagne de France, donc au moment où Napoléon va effectivement être destitué. La cour arrive le 2 avril 1814 et quitte Blois le 9 avril. Enfin la cour, disons plutôt Joseph et Jérôme Bonaparte, à qui Napoléon a confié la ville de Paris, qui vont quitter la capitale emmenant avec eux toute la cour et surtout le gouvernement, les ministres, Marie-Louise qui ne veut pas quitter Paris mais qui va le faire pour suivre effectivement Joseph Bonaparte. Donc ils vont rester une semaine logés à la préfecture qui est à l'époque l'actuel hôtel de ville, l'ancien évêché. Et d'ailleurs, on a des lettres très émouvantes de Marie-Louise qui dit qu'elle aime bien Blois, qu'elle voit, qu'elle se promène dans le parc de l'évêché, enfin de la préfecture, et que de là, de ses fenêtres, elle voit la forêt, la Loire, et au loin, les tourelles de Chambord. En fait, il faut penser qu'à ce moment-là, sous le Premier Empire, le château de Blois est une caserne, il est caserne depuis 1788, et en 1810, un décret napoléonien décide le transfert des charges des casernes aux municipalités. Et dans ce cadre, le château de Blois est une caserne, il devient donc municipal. Le moment de la caserne est un moment assez important pour l'aménagement du château, puisque les militaires vont s'installer dans toutes les ailes du château. D'abord dans l'aile Louis XII, dans la chapelle dans laquelle ils vont mettre des niveaux de couchage, vous voyez, des étages. Donc la chapelle, l'aile Louis XII, l'aile François Ier, et surtout dans l'aile Gaston d'Orléans. L'aile Gaston d'Orléans, il faut penser qu'elle est inachevée, donc ils vont quasiment faire un aménagement de l'aile Gaston d'Orléans. Ils vont installer des escaliers qu'on a toujours, donc des escaliers de bois dans les pavillons latéraux. Il reste beaucoup d'éléments visibles, des portes dans lesquelles on voit magasins d'habillement, etc. Donc c'est dans cette aile-là qu'ils vont rester jusqu'à la fin, jusqu'à leur départ en 1867, moment où l'on crée la caserne Maurice de Saxe de Blois, aujourd'hui désaffectée. Donc nous en profitons de parler de Napoléon devant le buste d'Elisa Bonaparte, réalisé par un sculpteur italien, Lorenzo Bartolini, qui a réalisé son buste, qui est donc un buste en marbre, qui est un souvenir pour nous effectivement de Napoléon. Mais par rapport au reste de ce qu'on a qui est lié à Napoléon, c'est pas énorme, puisqu'il se trouve qu'on a une collection très particulière de près de 2000 objets, 1841 objets, qui sont des objets très particuliers, qui sont des objets liés à la légende napoléonienne. Il y a un avocat blésois, Ernest Petit, qui a collectionné ces objets, mais qui ont des formes extrêmement variées, parfois très cocasses. Alors, il y a la traditionnelle mèche de cheveux, il y a des noix de coco sculptées, il y a des jeux à l'effigie Napoléon, il y a même des petites statues. C'est l'histoire du mythe napoléonien qui est retracée à travers ces collections extrêmement importantes en volume.